Merci donc à la FIS 38 et puis à la casemate de m'avoir invité et à parler un petit peu, non pas de ma carrière, mais quand même d'un certain nombre de travaux, certains remontent à plusieurs années, pour aborder la question, oui, des addictions. Alors, oui, pendant, allez, 24 ans, hein, j'ai travaillé au Centre de recherche du service de santé à La Tronche, où Anne travaillait également jusqu'à la fermeture. Et j'avais plus une activité sur le versant épidémiologique. J'ai passé une thèse de sciences en 98 hein, sur des enquêtes épidémiologiques en milieu militaire. Donc j'étais plus sur le versant recherche, étude des facteurs de vulnérabilité par rapport aux drogues. Et je me suis tourné vers la clinique après, en passant, oui, une capacité d'addicto, un DU de tabaco, et puis un DU de thérapie cognitive et comportementale et dépendance. Hein. Et quand j'ai dépassé, ou même avant de dépasser l'âge légal comme médecin militaire, à la fermeture du centre de recherche, j'ai quitté le service de santé comme médecin d'active et j'ai monté une consultation d'addictologie à Vars, au centre médical, à l'antenne médicale qui est juste en face de la maison d'arrêt, où parfois on a eu des militaires, on va dire, qui ont été incarcérés suite à des comportements, on va dire, consécutifs à une alcoolisation et d'accidents parfois mortels les impliquant. Et j'y assure depuis donc 2013 une consultation actuellement de 2 fois par mois. Donc c'est pas une grosse activité, on va dire clinique, mais ça permet, on va dire presque en direct, enfin, dans un délai court. Et quand on connaît les délais pour un premier rendez-vous dans un centre d'addictologie, 15 jours, et puis au sein de l'institution, ça permet à des militaires qui ont eu des problèmes avec l'alcool, ou bien des consommations de cannabis qui sont, on va dire, interdites, ça permet de les remettre un peu dans le droit chemin et d'avoir une obligation de soins, on va dire, adaptée. Et si ça se passe bien, tant mieux, sinon c'est la porte. Et puis des addictions, on va dire, des dépendances comportementales, addiction aux jeux, aux écrans. Donc ça me permet de... Voilà. Et par ailleurs, depuis quelques années, à la MSH, dans la Maison des sciences et hommes des Alpes, avec Laurent Bègue, d'être oui, chargé de mission à l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent. Alors c'est une structure qui a été inaugurée en 2018, qui est soutenue et financée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA, et Nicolas Pris, qui en est le président, était venu l'inaugurer, qui permet de suivre dans le temps le comportement de jeunes lycéens et collégiens de l'Académie de Grenoble, auquel, on va dire, après une formation faite par une psychologue clinicienne, les professeurs des écoles donnent 11 ou 12 séances sur les compétences psychosociales. J'en dirai peut-être un mot. Et on sait que cette formation, une fois on va dire, on a acquis un certain nombre de compétences psychosociales, cognitives, psychologiques, émotionnelles, ça permet de réduire les consommations d'alcool, tabac et drogue, en particulier chez les jeunes. Voilà. Et puis, bon, je suis également à l'Institut régional Auvergne-Rhône-Alpes de tabacologie, qui était cette année parrain avec la promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes du mois sans tabac, et nous avons organisé des webinaires. Bien, alors, c'est vrai que le terme, on va dire, d'addiction était parfois galvaudé, hein, parce qu'on peut être addict, c'est des fois le nom d'un parfum, c'est ce qui peut, on va dire, accrocher, alors pas que des pâtisseries, donc c'est un terme que l'on entend bien souvent, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est, et voilà le plan que je vais suivre, parce que c'est vrai que par rapport aux addictions, on n'est pas tous égaux devant. Et je dirais que c'est aussi ce qui fait la richesse, moi, de l'activité clinique, c'est que face à un patient que je reçois, qui a un problème avec une substance ou une autre, c'est pas comme, on va dire, en médecine ou médecine générale ou dans une spécialité, telle pathologie, ben voilà le traitement qui est classique, qui est, on va dire, on suit les recommandations, on a une hypertension artérielle, et bien c'est tel médicament 3 fois par jour pendant tant de mois. Là, on sait qu'à chaque fois, face à une addiction, il y a une histoire personnelle, il y a des antécédents parfois familiaux, il y a tout un passé, un parcours de vie, et peut-être à un moment donné, pas prêt, on va dire, à changer de comportement. Donc je dirais qu'à chaque fois, c'est une histoire de vie différente, et ce qui fait, on va dire,
la singularité et, on va dire pour moi, l'attractivité. Donc il existe des facteurs de vulnérabilité et puis aussi des facteurs de protection, c'est une bonne chose. Je dirais un mot un petit peu de l'évaluation d'une dépendance, accueil, prise en charge, et puis l'importance de la prévention. Voilà. Alors, c'est vrai que addiction, conduites addictives, euh, ça nous est revenu par le terme anglo-saxon, hein, d'addiction, mais au départ, hein, ça vient du vieux français, addicere, et comme le disait Pierre Fouquet, qui est un peu à l'origine, on va dire, d'alcoolologie en France, c'est l'impossibilité de s'abstenir de consommer, avec deux paramètres, hein, deux signes de dépendance, en particulier à la tolérance. J'ai besoin de plus en plus d'une substance ou d'un temps d'écran pour ne pas être mal. Et puis si je ne peux pas avoir la substance ou bien mon temps d'écran ou de jouer en ligne, en direct, eh bien je vais être mal et il y aura donc un syndrome de sevrage. Et on peut distinguer, on va dire, un aspect dépendant psychique, dépendance physique, hein. On va y revenir. Donc comme je vous le dirais, addicere, c'était une mise en esclavage, aliénation, une contrainte par corps, et tant qu'on n'avait pas remboursé sa dette, au Moyen-Âge, eh bien, on était sous la contrainte d'une personne, d'un débiteur, jusqu'à ce qu'on le rembourse. Et donc, c'est vrai que les dépendances, hein, comme on l'avait fait il y a déjà quelques années dans un numéro spécial là, de cerveau et psycho, du plaisir à la dépendance, parce qu'au début, il peut y avoir pas de mise en jeu du système de récompense, un plaisir, un sentiment de bien-être, hein, en consommant une substance ou face à certaines situations. Et puis petit à petit, ça va un petit peu se dérégler. Donc un plaisir au départ, par mise en jeu d'un système de récompense. Je vous mettrai une diapo après qui montre un peu les structures cérébrales. Donc ce système de récompense, il y a l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, et puis des projections sur le cortex préfrontal. Et quand il est mis en jeu, quand on consomme une substance ou bien qu'on est face à un écran ou que l'on joue, eh bien, on va libérer des substances comme la dopamine, hein, des opioïdes, et qui vont entraîner ce sentiment de bien-être, de plaisir. Habituellement, ce système de récompense, il est, on va dire, mis en jeu, mais même depuis très longtemps chez l'animal, ça permet la survie d'une espèce. Donc, quand il y a, on va dire, le besoin de manger, de boire, et puis la reproduction, ce système est mis en jeu. Puis, une fois que le besoin est assouvi, il y a un retour, on va dire, à un état d'équilibre. Avec la consommation de substances, on va petit à petit dérégler le système et ce retour à l'équilibre ne se fera pas. Ce qui fait qu'on a pu observer ça en particulier chez l'animal et chez le rat, quand il a la possibilité de choisir entre s'auto-injecter, entre autres, on l'a fait en mettant des électrodes, on va dire, intracérébrales, entre appuyer sur une pédale pour s'auto-injecter de la cocaïne, de substance, ou bien de manger, il va préférer, on va dire, s'auto-injecter la substance au risque d'en mourir. Donc c'est quelque chose, voilà. Quelle que soit la substance, mise en jeu d'un système de récompense avec l'aire tegmentale ventrale, hein, le noyau accumbens, et puis des projections sur le cortex préfrontal. Donc la mise en jeu de ce système va entraîner des effets positifs. Donc ça va entraîner le besoin de reproduire cette consommation. Et petit à petit, par des mécanismes de mémorisation au niveau de la amygdale, hippocampe, on est plus sur le cerveau des émotions qui est en lien avec notre système de récompense. Eh bien, ça va entraîner, on va dire, le besoin de reconsommer, et ça va être à l'origine de cette dépendance. Et puis par la suite, une fois que la dépendance va s'installer, on ne consommera pas non plus pour ressentir des effets positifs, mais simplement pour ne pas être mal. Et donc, on en aura des phénomènes de renforcement négatif. Donc là, c'est juste pour vous remontrer, hein, l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, et puis notre cortex préfrontal, avec ici le cerveau des émotions. Et je redirai après, jusqu'à 25 ans, on estime que la maturation du cerveau se fait petit à petit, mais qu'il n'y a pas encore de forte interconnexion entre le cerveau des émotions et puis on va dire notre système de récompense, qui fait que chez le jeune, il y a des fois des recherches de sensations nouvelles, les recherches, on va dire, des fois de frôler la mort, hein, des conduites ordaliques, simplement parce que sous l'effet, on va dire, d'émotion, on n'a pas encore notre cortex préfrontal qui va pouvoir essayer de calmer ces impulsions. Et ça va se développer petit à petit. Et on sait pertinemment que la prise de substances psychoactives va pouvoir modifier des fonctions cognitives.
en termes d'attention, de fonction exécutive, de mémorisation. Et c'est vrai que le message que l'on donne, c'est s'il doit y avoir un contact avec une substance, autant la décaler dans le temps le plus tard possible, de manière à ne pas mettre en jeu l'atteinte de ses fonctions cognitives. Bon, ceci, c'est juste pour vous redonner voilà, notre aire tegmentale ventrale, le nucléus accumbens, ici un neurone dopaminergique. Il y a aussi des neurones GABA, des interneurones GABA, et on a des opioïdes, vous voyez, qui agissent au niveau de ces neurones ici, et suivant les substances, action au niveau des neurones dopaminergiques, et également ici au niveau du nucléus accumbens. Et toutes ces substances agissent, et ce qui fait que parfois, je vais en dire un mot après, on peut proposer dans des dépendances à l'alcool ou d'autres substances des médicaments qui vont pouvoir agir sur ces neurotransmetteurs. Voilà. Par exemple, pour l'alcool, on sait que le baclofène agit sur le système GABA. Pour les opioïdes, on a l'Aotal, Revia et le Celincro qui peuvent agir. Tabac, heureusement, on a des récepteurs nicotiniques et puis on a des médicaments, des traitements de substitution nicotinique, des patchs ou des formes orales qui vont agir directement sur ces récepteurs. Et pour l'héroïne, eh bien, on aura des traitements de substitution avec la méthadone, le Subutex. Pour la cocaïne, bon, je dirais que c'est plus de l'expérimentation avec, entre autres, l'N-acétylcystéine, les Pitomax aussi, qui peuvent agir. Et puis, bien sûr, pour les addictions, on va dire, aux antidouleurs, eh bien, des traitements de substitution aux opiacés. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, on va dire, simplement dire, ben voilà, les addictions, il y a simplement mise en jeu de ce système de récompense et ça ne se résume pas qu'à cela, parce que sinon, il n'y aurait plus qu'à mettre en place un traitement médicamenteux et tout est réglé. Or, ce n'est pas le cas et bien souvent, on n'a pas besoin de ce traitement. Et il y a quelques années, on avait écrit comme ça une lettre dans Nature pour dire, voilà, c'est pas uniquement une histoire de neurotransmetteurs, de neuromédiateurs. Pendant longtemps, on a abordé la question de dépendance, vous voyez, en structurant les choses d'un usage simple, d'un abus, usage nocif, suivant, on va dire, la classification américaine, le DSM, ou bien la classification internationale des maladies, et puis un stade de dépendance. Et parfois, il était difficile de faire trouver une limite entre un abus, usage nocif et une dépendance pour certaines substances. Les personnes disaient, ben non, vous voyez, je suis pas dépendant, moi je suis peut-être dans l'abus. Donc ceci, on va dire que cette typologie a été, on va dire, modifiée depuis quelques années, depuis 2015. On a rajouté un critère de dépendance, je vais vous les présenter après, mais simplement maintenant on dit il y a une dépendance qui peut être faible, modérée ou plus importante, suivant que l'on a 2 à 3 symptômes, 4 à 5 ou 6 et plus. Donc il y a un continuum dans la dépendance, vous voyez, qui peut être faible, modérée et forte, mais il y a dès le départ, on va dire, une notion de dépendance dès que l'on présente même que 2 critères. Les critères, ils sont ici, l'impossibilité de remplir les obligations importantes, qu'elles soient professionnelles, scolaires, familiales. On va utiliser une substance alors qu'on sait pertinemment quels sont les risques pour la santé. On sait que ça peut induire des problèmes interpersonnels ou sociaux. La tolérance, on a besoin de consommer plus pour avoir le même effet, ou si on consomme autant, l'effet sera moindre. Je fais un petit jeu de grattage, je gagne 1 euro, au début on est content, après, maintenant 1 euro c'est pas grand-chose, donc il faut que je gagne plus, 5 euros, 10 euros, et ainsi de suite. Le sevrage sur les effets du manque. Perte de contrôle, je commence à consommer, puis à un moment j'ai décidé de m'arrêter, mais en fait ça dérape et je ne peux pas m'arrêter de boire en particulier. J'essaie, ou j'ai des désirs, ou j'ai envie de diminuer, mais j'y arrive pas. Je passe beaucoup de temps à chercher un produit, à l'utiliser et à, on va dire, récupérer de ses effets. Et bien sûr, ça va restreindre toutes les autres activités. Je vais continuer malgré les conséquences sur le plan physique ou psychologique. Et puis ce craving, ce besoin impérieux à consommer qui a été rajouté. Voilà. Donc ceci, j'en ai déjà parlé. Donc du plaisir à la dépendance, oui, il y a cette spirale. Par rapport à la substance, on va essayer de planifier, ne penser qu'à se procurer une substance, on va être préoccupé, on va anticiper les effets que l'on va pouvoir avoir. Il y aura bien sûr les l'ivresses, intoxication, l'état de manque, les effets négatifs ressentis, ce qui fait que petit à petit, ça va conduire à une addiction.
Alors, addiction à des substances psychoactives et ou, on va dire, à des addictions comportementales. Donc là, la liste, elle est alcool, tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, médicaments dont les benzodiazépines, les nouveaux produits de synthèse. Alors, en résumant, il y en a plus d'une vingtaine de familles, mais il y a les cannabinoïdes de synthèse, il y a les nitazènes, il y a des dérivés du fentanyl, il y a même des dérivés des benzodiazépines. Donc, les nouveaux produits de synthèse qui circulent sur le net, sur le darknet, sont beaucoup plus, on va dire, addictifs que les substances classiques et des fois impossibles ou qu'on n'arrive pas, on va dire, à identifier et à repérer même par des tests de recherche. Amphétamine et dérivés, méthamphétamine et puis l'ecstasy, méthylène, méthamphétamine, le sucre, on sait qu'il y a une réelle addiction, puis addiction comportementale, troubles des conduites alimentaires, addiction au sexe, le jeu, les achats compulsifs, le sport, le travail, Internet, elles sont nombreuses. Ce qui est important, comme je disais, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à, on va dire, à des substances ou un comportement, et c'est l'interaction entre un individu qui va être confronté à une substance dans un certain environnement, et qu'il y a bien sûr des facteurs qui sont liés directement au produit. Il y a des facteurs individuels, avec une transmission génétique. Et on sait, entre autres, par exemple, pour l'alcool et le tabac, la part, on va dire, de la génétique est de 60-70%. Donc, il reste quand même 30% par rapport, on va dire, à l'exposition aux produits, autres. Mais ceux, on va dire, qui sont des fois dans des familles où il y a une dépendance, dans l'ascendance, ils sont plus à risque de développer une dépendance, ce qui fait qu'après, dans les soins, une fois qu'on a géré, on va dire, la dépendance sur le plan, on va dire, clinique, ils demandent à essayer de comprendre pourquoi eux et pas d'autres dans la fratrie ont été confrontés à une dépendance, et il y a un travail avec les psychologues. Et puis les facteurs de risque environnementaux, bien sûr, qui sont présents. Alors ça, c'est on va dire, un vieux tableau de Woody, mais bon, qui montre que il y a des produits pour lesquels la dépendance, elle est quand même forte, et c'est vrai que le tabac, et ça reste toujours vrai, est au moins dans le trio de tête avec l'héroïne et la cocaïne, l'alcool, amphétamine, cannabis, un petit peu moins, mais vous voyez un petit peu le niveau de dépendance pour chacune de ces substances. Alors, il a fallu, je dis pas attendre 1900, alors j'ai oublié, c'était avant 98, où on a demandé à Bernard Rock, pharmacologue, de faire une étude sur la dangerosité des drogues. Parce que c'est vrai que des fois, on prend en compte les dommages physiques puis la dépendance, et on voit ici qu'il y a des substances où il y a à la fois les dommages physiques, héroïne, cocaïne, barbiturique et autres, d'autres un peu moins. Et donc Bernard Rock a, lui, pris en compte, vous voyez, les notions de dépendance physique, psychique, la toxicité au niveau système nerveux, la toxicité générale. Il a pris en compte un facteur important qui est la dangerosité sociale, et puis l'existence de traitements de substitution. Ce qui a permis à ce moment-là de classer, on va dire, ces différentes drogues en 3 classes, en 3 catégories. Et la première catégorie, c'est héroïne, cocaïne et alcool. Donc ça a permis de mettre l'alcool en première position. Deuxième position, l'ecstasy, les psychostimulants, les benzos et le tabac. Et en dernière position, les cannabinoïdes, le cannabis. À l'époque, c'était un peu une main tendue aux politiques en disant, vous voyez, la dangerosité du cannabis fait que peut-être on pourrait s'ouvrir sur une approche un peu différente. Parce que d'un côté, il y a les drogues licites, alcool, tabac, et puis de l'autre côté, il y a tout le reste. Mais à l'époque, c'était du temps de Jospin, il n'y a pas eu, on va dire, ils n'ont pas saisi la balle au bon pour aller vers des procédures comme on a eu dans certains pays de dépénalisation, comme au Portugal depuis les années 2000, ou d'autres pays, dépénalisation, voire après de légaliser l'usage médicamenteux du cannabis, par exemple, et après même parfois, et au Canada, ça s'est fait comme ça, par référendum au niveau de tous les États, d'aller vers la légalisation de l'usage récréatif des substances. David Nutt avait fait cette classification il y a déjà quelques années en montrant à gauche la dangerosité de l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, le crack, et puis il avait mis en 9e position l'ecstasy. Et à l'époque, il était un peu, oui, le ministre de la Santé en Angleterre, il avait dit, il est plus dangereux de faire du cheval que de consommer de l'ecstasy.
À l'époque, il s'est fait virer du gouvernement. Bon, c'est une autre chose, David Nutt, mais bon. Donc, ce dont on parle fréquemment, c'est de l'utilisation du modèle biopsychosocial, où on prend en compte, bien sûr, les aspects biologiques, hein, on prend en compte les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. Et c'est vrai que c'est un modèle que l'on utilise même pour la prise en charge. Donc, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est la rencontre d'un produit, où il peut y avoir des effets pharmacologiques, des attentes par rapport au produit, des effets extra-pharmacologiques. Je dirais un mot d'une étude qu'on avait menée avec Laurent Bègue il y a quelques années à Grenoble sur un peu l'effet placebo de l'alcool. L'individu ou différents facteurs peuvent jouer, et puis l'environnement, l'accessibilité aux produits, bien sûr, le prix, la publicité, la loi, le groupe de pairs. Donc on est toujours dans cette approche d'un individu qui rencontre un produit dans un environnement, mais parfois la rencontre est très rapide et puis on passe à autre chose. Parfois, on a envie de recommencer. Ça continue. Alors, je vous avais dit un petit peu que voilà, la maturation du cerveau jusqu'à 25-30 ans, qui fait que ça peut mettre en jeu les fonctions cognitives. Donc, encore ce petit message de repousser tant qu'on peut l'accès aux produits. Les facteurs de risque, j'en ai dit un mot, je vais reprendre quelques petits éléments par rapport à cela. Précocité de consommation, c'est important. Les produits consommés, la disponibilité, puis la valorisation des produits. Facteurs individuels, des prédispositions génétiques, on peut avoir du fait d'un polymorphisme génétique, eh bien tel allèle plutôt que tel autre, par exemple de gènes codant pour des récepteurs à la dopamine qui font que si on a tel allèle plutôt qu'un tel autre, on est plus sujet, par exemple si on fait un sevrage alcool hospitalier, à faire des crises convulsives ou bien à rechuter. C'est un premier aspect des choses. Et comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, Philippe Gorwood l'avait écrit, bon, ça fait déjà près de 20 ans, mais on est toujours un petit peu là-dessus par des études de jumeaux, à montrer que la dépendance, vous voyez, cocaïne, stimulant, 70%, alcool, tabac, 60%. Donc, ça montre la part de l'héritabilité interfamiliale d'une dépendance à un produit. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est déjà pas tous égaux par rapport à ceci. Plus récemment, il y a une étude qui montre un petit peu, voilà, pour les troubles de l'usage de l'alcool, de la dépendance, du cannabis et des autres substances illicites, la part, on va dire, de l'héritabilité interfamiliale. Et puis, on n'est pas tous égaux, et entre autres, je dirais que c'est ce qui permet aux Asiatiques d'être protégés par rapport aux effets de l'alcool, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités de transformation de l'alcool. Pour faire très vite, l'alcool, au niveau du foie, sous l'action d'une première enzyme, est transformé en acétaldéhyde, puis rapidement, il y a une autre enzyme, une aldéhyde déshydrogénase, qui va transformer en énergie, en gaz carbonique. Eh bien, nos amis asiatiques, la première enzyme, ça va très vite et très bien. Par contre, il y a une accumulation d'acétaldéhyde, ce qui fait qu'ils ont ce qu'on appelle un flush syndrome, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une rougeur, ce qui fait qu'ils supportent moins bien l'alcool. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est que le Beaujolais nouveau, il le supporte. Alors, c'est peut-être pas, voilà, c'est une blague, mais voilà, il y a donc ce polymorphisme par rapport à cette première enzyme. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence. Et puis, il y a l'impact de l'environnement sur les gènes, c'est une notion d'épigénétique, où il peut y avoir une modification, alors ou de la chromatine, ou bien une modification par méthylation, en particulier au niveau de l'ADN, et ce qui fait que ces modifications vont entraîner une diminution ou carrément une non-expression d'expression de différents gènes. Bon, si ça vous amuse, sur le site The Conversation, vous pouvez retrouver cet article que j'avais écrit qui montrait que pour l'alcool, bon, le tabac, le cannabis, ça bonifiait un petit peu les choses, et ça pouvait expliquer que des fois, lorsque dans une famille, une personne fumait, on va la considérer, qu'avait un enfant, et que cet enfant avait encore un enfant, eh bien la petite fille pouvait présenter, on va dire, de la bronchite chronique ou de l'asthme, alors que la mère n'avait pas fumé, mais ça venait de la grand-mère, simplement par transmission d'une modification au niveau génétique.
les attentes positives ou négatives par rapport à un produit qui va faire que lorsqu'il y a une exposition à une substance, soit ça se passe bien, puis on a envie de recommencer, puis parfois, pour différentes raisons, on laisse passer. Donc c'est vrai que la première expérimentation permet éventuellement de soit continuer, reproduire, et puis peut-être, pourquoi pas, développer une dépendance, mais des fois, ça se passe mal, et c'est à la limite une bonne chose. J'avais reçu à Lyon, à l'hôpital des Genettes, un jeune qui, lui, avait eu une mauvaise réaction après avoir bu un mélange où il y avait des petites pilules dans de l'alcool et autres, et mauvais trip. Vraiment, il a eu peur de mourir. Il est parti aux urgences, et donc cette mauvaise expérience a fait qu'il m'a dit, je veux arrêter. Et donc, donc il avait mis en l'air une année universitaire. Et il a bien compris qu'en laissant de côté, finalement, les choses allaient rentrer dans l'ordre, et ça lui avait permis, cette mauvaise expérience, de retrouver le chemin. Parfois, il y a des effets que l'on attribue à l'alcool, mais qui se passent plus dans la tête que dans la réalité. C'est une expérience qu'on avait menée il y a quelques années du temps où même Michel Zorman était encore vivant, qui dirigeait le centre de médecine universitaire. On avait monté un plan expérimental avec des hommes, parce que des femmes qui auraient été peut-être en début de grossesse soumises à une consommation d'alcool, c'était pas envisageable. On avait dit à des personnes qu'ils allaient expérimenter des boissons énergisantes, mais on n'aurait pas dit que c'était une manip par rapport à l'alcool. Donc il pouvait y avoir de l'alcool, de l'alcool entraînant une alcoolémie de 0 g par litre, une alcoolémie plus élevée d'1 gramme. Des fois, on leur disait il y en a alors qu'il n'y en avait pas. Des fois, il y en avait, mais on disait qu'il y en avait ou il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment un plan expérimental. Et dans une ambiance, on va dire, lumière agressive, de la musique, on va dire, techno, beaucoup de bruit, il faisait très chaud. Et ils étaient bousculés par une personne, et ils pouvaient, entre guillemets, se venger de cette personne qui les avait bousculés en salant très fortement ou rajoutant une dose importante de tabasco. On leur disait, c'est pour cette personne. Ça permettait, parce que ça avait été validé aux États-Unis, de voir un petit peu un mode de réaction agressive. Ce qui est ressorti de l'étude, c'est que plus les personnes croyaient avoir bu de l'alcool, plus il y avait cette réaction agressive, mais que c'était indépendant de l'alcoolémie. C'est-à-dire que vraiment non corrélé à l'alcoolémie, plutôt au niveau d'attente. Donc c'est vrai que ça avait montré plus un effet placebo, parce que à une époque, c'est vrai que les personnes qui consommaient de grandes quantités d'alcool, ça pouvait être une circonstance plus atténuante dans des conduites, on va dire, de violence intrafamiliale ou vis-à-vis de tiers. Et là, et donc se dire, voilà, il était sous l'effet de l'alcool, donc finalement, c'était pas trop de sa faute. Là, on était sur on va dire, une approche plus, un modèle expérimental. Donc ça, je vous l'ai dit. Précocité des consommations, ça c'est une chose, et voilà. Il y a quelques années, j'avais repris en compte les données nationales de l'INSERM, d'études que menait à l'époque une de bonnes amies, Marie Choquet, qui était à Villejuif, donc les données de 1993, 99, études européennes 2003, et puis études européennes 2007, et j'avais cherché les facteurs qui étaient associés à une alcoolisation précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 13 ans. Ce qui a pu simplement être montré, c'est que c'était plus fréquent chez les garçons, d'accord, que s'il y avait une alcoolisation avant l'âge de 13 ans, eh bien, à 16 ans, ça augmentait le risque d'ivresse régulière, c'est-à-dire 10 et plus par mois de 53%. Le recours des cannabis réguliers, c'est-à-dire 10 fois et plus dans le mois, augmentait le risque de 75%. Et l'expérimentation d'autres drogues illicites, ça a été presque doublé. Par contre, le tabac régulier, c'était peut-être à la limite un facteur de protection. Bon. Donc ça montrait que de commencer à consommer très vite de l'alcool était associé à des conduites quelques années plus tard, avant 13 ans, donc 2 à 3 ans plus tard, à ces facteurs. Donc c'était quand même des conséquences non négligeables. Hein. Donc ça, la précocité, c'est important. Comme pour le tabac, là c'est aussi dans un article qui est sur cette conversation, montrer que si on démarre très tôt à fumer du tabac, eh bien ça aura des conséquences en termes de mortalité ou de maladies cardiovasculaires, augmentation du risque de développer une maladie cardiovasculaire ou métabolique liée au tabagisme, une maladie pulmonaire, augmentation du risque de développer un cancer lié au tabagisme et
un risque de mortalité toute cause. Donc, encore précocité et les risques associés, c'est important. Donc, voilà. Le contexte de consommation, c'est sûr que l'alcool au volant, c'est important. Quelque chose où il faut vraiment avoir bons yeux pour le voir sur toutes les bouteilles, ça c'est la loi E20, mais bon, il avait été demandé de mettre un logo interdit femme enceinte, sauf qu'à l'époque, la taille du logo n'avait pas été fixée, donc il faut avoir bons yeux pour le voir, et actuellement, certains voudraient même le supprimer, ce logo, et mettre un QR code à la place. Bon, il aurait fallu simplement demander un modificatif du décret, ça s'est jamais fait, hein. Voilà. Alcool et grossesse, c'est sûr que, voilà, tolérance zéro du fait des risques d'alcoolisation fœtale, des états d'alcoolisation fœtale, puis maintenant on sait quels sont les risques plus tard de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité liés à une consommation, des fois de petites quantités d'alcool pendant la grossesse. Et puis là également, c'est une grenobloise, Johanna Leupel, hein, qui est à l'Institut, oui, Albert Bonnier, qui avait, c'est une belle étude où il y avait eu des prélèvements de placenta des femmes, et elle posait la question de savoir si elles fumaient, si elles avaient arrêté de fumer en début de grossesse ou éventuellement quelques mois auparavant, et ça avait permis de mettre en évidence qu'il y avait des altérations au niveau du génome, et qui pouvait expliquer que ça soit, on va dire, à l'origine de troubles du développement chez l'enfant. Et bien sûr, voilà, arrêter de fumer est toujours une bonne idée, le plus tôt c'est le mieux, mais depuis de la santé, il y a des effets bénéfiques à l'arrêt du tabac, même au cours de la grossesse. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et après les produits, bah oui, des fois les produits sont coupés. Actuellement, on a des produits, on croit que il y a cocaïne rose, peut-être entendu parler. Ce n'est pas de la cocaïne, mais c'est un mélange de différents produits, mais qui sont avec du fentanyl. Il peut y avoir du zolpidem, il peut y avoir de substances. On ne sait pas ce qu'il y a, c'est alléchant. Et puis, bon, il y a quelques années, j'étais à Lyon, il y avait eu une alerte par rapport justement à ce qui était censé être de la cocaïne, mais qui était du fentanyl, qui est une drogue bien plus puissante, hein, bien sûr, que d'autres opiacés, que la morphine ou que l'héroïne. Donc, les substances coupées, c'est quelque chose qui est important, qui peut modifier bien les choses. Bon, la cocaïne, paracétamol, il peut y avoir d'autres substances, on ne sait jamais, comme on va dire la résine de cannabis, où on sait que parfois il peut y avoir un peu de cannabis, mais il y a souvent beaucoup d'autres choses, hein. Voilà. Donc, panthère rose, c'est pas un dérivé cocaïne, hein, c'est simplement d'autres substances que l'on peut trouver, dont le 2CB, qui est un nouveau produit de synthèse. Il existe depuis au moins une trentaine d'années, mais voilà, de la kétamine, de l'ecstasy. Il y a un petit mélange, c'est attractif, on croit que ça ressemble un peu à de la coke. Et puis il y a quelques mois, alors je sais pas si ça, je pense que c'est pas interdit, on pouvait trouver chez le buraliste des poudres qu'on pouvait éventuellement sniffer, mais c'était sans cocaïne, mais ça se rapprochait tellement d'une drogue qu'il avait été demandé qu'on le supprime. Les nouveaux produits de synthèse, vous voyez qu'il y en a, il y a la famille des psychédéliques, les stimulants, les catinones, hein, dérivés du cat, il y en a. Des opioïdes, des substances un petit peu dissociatives comme la phénylcyclidine, hein, la poussière d'ange ou bien la kétamine. Donc des nouveaux produits de synthèse, ça marche bien. Les nitazènes, hein, les dérivés du fentanyl, et puis le HHC ou le H4CBD qu'on peut trouver parfois associé au cannabidiol que l'on peut trouver, qu'on achète. Et que l'on va vaporiser, des fois on rajoute des cannabinoïdes de synthèse de manière à devenir accro beaucoup plus vite. Recherche de nouveautés, de sensations fortes, oui. Ça, c'est quelque chose que j'avais étudié il y a, je sais plus, 2011, donc ça, à l'école de management de Grenoble. Et ça avait permis de montrer que l'association boissons énergisantes et alcool, c'est vrai qu'avec le Red Bull ou dérivé, on a moins mal à la tête, on a moins la sensation de fatigue, moins la bouche sèche, mais bon, on va prendre plus de risques, moins le port de ceinture de sécurité, plus d'accidents de la route. Donc c'était quelque chose qui était important à
à souligner. Disponibilité des produits, c'est sûr que si on n'y a pas accès, c'est plus compliqué d'utiliser. C'est la palissade, hein. On avait un petit peu travaillé là-dessus il y a quelques années avec le Rotary Grenoble Sud et avec Clé de 12, Jacques Sarda, vous connaissez peut-être. Jacques, avec le GISM, qui est maintenant, on va dire, n'existe plus en tant que tel, et c'est le service d'addicto-mutualiste, le SAM des Alpes. Avec Jacques, on avait fait un outil qui avait été validé comme outil de prévention, qui était clopin-clopant, pour montrer à travers des images, un peu des caricatures, les risques qu'il y avait à fumer du tabac. La valorisation des produits, c'est sûr qu'on le retrouve à travers le rôle, on va dire, qu'il peut y avoir des influenceurs, des influenceuses, hein. Le recours à des boissons, hein, comme les alcopops, les prémix. Et puis des placements de produits. Alors j'ai appris que très récemment, via Addiction France, il y a eu un dépôt de plainte, et je ne sais pas si la plainte a été traitée ou pas par rapport à un cocktail prêt à boire chez Carrefour. Donc ça, il y a peut-être un procès, et c'est souvent Addiction France avec Franck Leca où il y a des dépôts de plainte pour essayer de rentrer dans la légalité, mais il y avait dans un épisode, je pense, référence à un vin de Brad Pitt. Après, il y avait Rosé à la fraise des shampoings, et c'était Lidl. Donc des placements de produits qui sont pas innocents, comme pendant très nombreuses années, entre autres avec tous les James Bond, il y avait le Brut Impérial, hein, de Moët et Chandon, des placements de produits qui fonctionnent bien. Voilà. Facteur de protection, je dirais la première chose, c'est l'information. Il y a 2001, Savoir plus, risquer moins. C'était du temps de Nicole Maestracci à la MILT, MILDT, mission interministérielle de lutte contre les drogues, toxicomanie. Math Digital, qui est un site qui est fait pour les enfants. C'est Bertrand Nalpas, qui est patho-gastro-entérologue, mais qui est attaché de recherche à l'INSERM, qui s'en occupe, qui montre à travers des présentations, des petites vidéos, les risques liés à l'utilisation de telle ou telle drogue. Et puis, des fois, des publications sur les repères de consommation. Je regarde pour pas être... Je me rends pas compte... Bien, madame. Bon, alors on va avancer. Facteur de protection, notion de risque acceptable. C'est vrai que ça, pour pouvoir arriver au fait qu'on dise pas plus de 2 verres par jour, 5 jours par semaine, c'était de se dire quel est le niveau que l'on accepte de mortalité liée à l'alcool. Alors, entre 1%, 1 pour 1000, et c'est vrai qu'on a dit, bon voilà, on va essayer de mettre la barre entre les deux, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et on a dit, bon, on va plutôt que de faire comme avant, où c'était 3 verres par jour, 6 jours par semaine chez les hommes, 2 verres par jour chez les femmes. Non, on va considérer l'ensemble et de dire pas plus de 10 verres par semaine à raison de 2 verres par jour et au moins 2 jours sans consommation par semaine. Et puis les compétences psychosociales. Alors ça, c'est quelque chose qui est développé à l'Observatoire avec le programme Unplugged. Et en allant sur le site, vous pouvez retrouver des informations. Développer ces compétences, on sait que ça modifie les comportements. Alors compétences, on va dire sociales, cognitives et émotionnelles, à travers 10 ou 12 séances, ça permet, on va dire, de modifier le comportement des jeunes collégiens. Donc c'est important. Relation avec les proches, c'est sûr que quand on voit à domicile le comportement des parents vis-à-vis de l'alcool, du tabac, ça peut aussi être des facteurs limitants, comme le temps d'écran, le temps qu'on est avec son téléphone portable en famille, de fixer un cadre par rapport à l'usage de la télévision ou des écrans, l'importance du contrôle parental, du soutien émotionnel, ça on l'avait mis en évidence il y a déjà quelques années. Et puis la consommation des parents. Alors c'est un modèle là, que l'on avait testé chez des jeunes Français, Anglais, Norvégiens, Espagnols, pour voir quel était l'impact de la consommation des 2 parents, quel était le soutien en termes de cohésion au conflit intrafamilial, si les enfants pouvaient s'exprimer ou bien s'ils avaient droit qu'à la fermer, notion de contrôle parental, autorité ou au contraire laisser faire, et on prenait en compte la consommation des enfants. Ça avait permis de montrer que, en l'occurrence, les jeunes Français
Et, et espagnol, il y avait quand même un peu plus de soutien et de contrôle parental et les consommations étaient un peu moindres que les collègues anglais ou norvégiens. Voilà. L'insertion sociale ou professionnelle, on sait que l'inégalité sociale par rapport au tabac en particulier, c'est quelque chose qui est important et on le retrouve à travers les différentes enquêtes dont on dispose. Alors très vite, l'évaluation, on a des questionnaires. Alors les questionnaires, ils peuvent se faire en face à face, mais ils peuvent se faire en auto-questionnaire. On sait souvent que, surtout pour l'alcool, les personnes ont tendance peut-être à minimiser les consommations ou les conséquences, mais le fait déjà de remplir un questionnaire, même s'il minimise, ça permet de prendre conscience que peut-être il y a un problème et c'est quand même bénéfique. L'audit, le Fagerström pour le tabac et le CAST pour le cannabis. Hein. Donc l'audit, vous voyez, il y a 3 questions qui concernent la consommation. Combien de fois la fréquence de consommation d'alcool, le nombre de verres lors d'une journée, et puis le nombre de la fréquence de consommation de 6 verres et plus, et après les différentes conséquences, la notion de perte de contrôle, les trous noirs, de s'être blessé ou d'avoir blessé quelqu'un, euh, le fait qu'il y ait des répercussions après une consommation, notion de culpabilité ou de regret. Voilà. Pour le tabac, vous voyez, il y a 6 questions qui permettent d'évaluer la dépendance uniquement à la nicotine, pas la dépendance comportementale ou psychologique. Et ça permet de moduler un petit peu les traitements qu'on va proposer, en sachant, oui, qu'une roulée, c'est 2 cigarettes, les cigares ou les joints, c'est un petit peu plus dans l'évaluation. Et puis le CAS, bon, c'est un questionnaire sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années. Alors, il a été construit de manière empirique, en disant, bon, voilà, le fait de consommer avant midi, consommer seul, c'est peut-être pas tout à fait normal. Et c'est les collègues de l'OFDT qui l'avaient construit. Et moi, je l'avais validé en ayant comme référence le diagnostic des psychiatres et de voir si les psychiatres classaient quelqu'un comme dépendant au cannabis et si mon questionnaire les classait dépendant, de voir à partir de combien de réponses positives il y avait une certaine cohérence et le nombre de sujets bien classés. Donc c'est un questionnaire qui continue à être utilisé. Et puis il existe des questionnaires pour voir l'addiction à Internet, au smartphone, mais on en revient toujours la notion de temps passé devant l'écran, est-ce qu'on est bien ou pas bien si on ne peut pas jouer ou être connecté. Donc on essaie de se rapprocher des critères de dépendance avec les jeux de hasard et d'argent, oui, dépendance aux achats. Donc il existe de nombreux questionnaires que l'on peut remplir, comme ça, addiction au sexe, au sport. Hein, il y a différents questionnaires qui permettent d'évaluer et d'avoir une première notion. Cette première évaluation permet d'aller à une étape suivante, hein, qui est, après le repérage, de faire une intervention brève. Alors ça, on le fait dans des consultations d'addictologie. Après avoir évalué un niveau de consommation, de dire, ben voilà, on vient de constater ça, est-ce que vous seriez prêt à faire quelque chose? Et si oui, voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Sinon, réfléchissez-y. Quelle est votre motivation pour modifier votre comportement? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Quelle confiance avez-vous dans vos capacités à atteindre cet objectif? Donc ça permet d'avancer et permettre à une personne d'aller un petit peu plus loin de manière à pouvoir l'accompagner. Et je dirais que voilà, le réseau, en mettant au centre le patient, hein, il y a quand même beaucoup de monde. Le tout, c'est de pouvoir identifier les acteurs, ce qui n'est pas toujours facile, ou même si on les identifie, ma collègue Anne Garin pourrait aussi en parler, c'est le temps d'attente pour avoir un premier rendez-vous, pour après avoir une prise en charge. Moi, très rapidement, ce que je fais, c'est ce rendez-vous, je reçois les gens s'ils le désirent, s'ils sont amenés parce qu'un des supérieurs a dit il faudrait que tu y ailles, mais et puis des fois ils ont une conduite qui a fait qu'il y a eu une sanction, donc ils vont faire des jours d'arrêt, et puis ils remplissent une fiche qui correspond à une obligation de soins. Et si ils rentrent dans le rang entre guillemets, qu'il se passe rien pendant une année, la fiche est détruite. Sinon, on garde la fiche un petit peu plus longtemps. Et puis, alors, il existe un réseau d'addictologie à Sud-Isère. Il y a quelques plaquettes, hein, qui sont à l'entrée que vous pourrez retrouver, qui permettent d'identifier les différents acteurs. Ah, ils sont quand même nombreux. Après, c'est de pouvoir, bien sûr, réussir à avoir un rendez-vous.
et la prévention, parce que le sujet, c'était d'aborder la prévention. Je vais passer là-dessus. Ce qui est important, c'est de faire des fois ce qu'on appelle la prévention indiquée, plutôt que de faire des grandes actions de prévention qui concernent tout le monde, mais finalement peu de personnes vont se sentir concernées. On peut faire de la prévention indiquée, on identifie un groupe à risque, par exemple des étudiants qui par questionnaire ont montré qu'ils buvaient beaucoup, et on va les convoquer, et puis on va, je vais passer là-dessus, et puis on va soit les soumettre à une information simple qui était une vidéo que j'avais enregistrée, soit des entretiens motivationnels avec une intervention brève en montrant qu'ils pourraient modifier un peu leur comportement, soit un groupe engagement. On disait voilà, vous allez réfléchir à des slogans, on va vous enregistrer, ça permettra de transmettre à d'autres étudiants des informations. Le but étant d'essayer d'induire de la dissonance cognitive, c'est-à-dire je vais dire à un autre jeune de ne pas faire ce que je fais. Bon, on avait fait cette étude, et quand on a convoqué pour le suivi des personnes, les personnes qu'on a vues n'étaient pas celles qui s'alcoolisaient le plus, et on n'a pas pu mettre à l'époque de différence entre ces différents groupes. Bon, j'en arrive au défi de janvier, avec des affiches que vous avez peut-être vues en ville, parce que la ville de Grenoble y est associée, mais peut-être qu'ils ont oublié d'en mettre, je ne sais pas. Et donc, ce fameux Dry January, oui, comme je vous le disais, là, j'ai mis à jour à la demande de Victoire Nsondé l'article sur The Conversation, et puis hier, je vois sur LinkedIn, ben finalement, j'ai décidé de relever moi-même le défi. Oui. La journaliste qui avait simplement relu l'article se dit, ben finalement, pourquoi je m'y mettrais pas, et donc voilà. Je vais arriver peut-être très vite, parce qu'il me reste peu de temps. Les Anglais avaient montré finalement que les personnes qui s'étaient inscrites au mois de janvier avaient modifié leur comportement par rapport à l'alcool. Diminution de la fréquence de consommation, diminution de la fréquence des ivresses, du nombre de verres par jour, et puis il y avait une mesure d'une échelle d'auto-efficacité du refus de boire. Eh bien, l'auto-efficacité s'était améliorée. Ils avaient économisé de l'argent, ils dormaient mieux, ils avaient de meilleures peaux. Enfin, ça, ce sont les éléments qui avaient été constatés par les Anglais. Et je vais passer un peu là-dessus pour arriver. Oui, bon, vous savez que on n'est pas soutenu au niveau le plus haut. Oh, je vais passer un petit peu parce que ça sert à rien de, voilà. Mais au début, en 2019, au dernier moment, Macron a dit, moi je soutiens pas, donc le gouvernement soutient pas. La MILDEC a dit, bah moi je peux pas soutenir. Santé publique France dit, bah nous on soutient pas. Et François Bourdillon, qui était le président de Santé publique France, a dit, vous inquiétez pas, on transmet à toutes les associations le dossier, ils vont le prendre en compte, ils vont faire comme ils pourront. L'an dernier, ça s'est bien fait, l'ingénierie. Il y a eu une étude qui a été proposée par les amis lyonnais qui l'ont faite en 2024, et en décembre de l'année dernière, il y a eu comme cela ce petit communiqué de presse très court qui montre via cette étude fait par alors Louis-Ferdinand Lépine est psychologue au service addicto universitaire de Lyon, sous la coupe de Benjamin Rolland, le chef de service, et Julia Deternay, chef de clinique, avec Myriam Savy qui représente Addiction France, Jean-Michel Delille, la Fédération Addiction, Michael Nassila, la Société française d'alcoolologie. Que montre cette étude ? C'est que les personnes qui étaient au courant de la campagne étaient plus susceptibles d'évaluer que leur consommation était anormale, était à risque, et que donc c'était une première chose. Ils étaient plus susceptibles aussi d'identifier que leur consommation était à risque, je viens de le dire, d'être préoccupés par les effets de l'alcool sur leur santé, de l'absence de contrôle, de signaler un usage dangereux, et plus susceptibles de présenter des critères de dépendance sévères. Et on a posé aussi la question à des personnes qui avaient dit, bon, j'avais dit que je le ferais, mais j'ai simplement, moi, eu l'optique de réduire ma consommation. Eh bien, on retrouve pratiquement les mêmes indicateurs. Ils sont plus nombreux à reconnaître une consommation d'alcool, plus nombreux à s'inquiéter de l'absence de contrôle, à avoir un score, on va dire, de consommation à risque, et à signaler un usage à risque. Voilà. Il existe 2 applications sur les smartphones. MyDéfi, qui est fait par la Société française d'alcoolologie,
et une autre qui est la version française qui a suivi le Dry January anglais, qui est Try Dry, qui est soutenu par la Fédération Addiction, où on met comme cela chaque jour les consommations, ou bien je voudrais limiter ma consommation par exemple à 2 verres par jour, et puis chaque jour on va noter ses propres consommations. Bon, Bernard Basset, qui est le président d'Addiction France, disait voilà, si c'est pas soutenu, c'est que la Direction générale de la santé estime que c'est provocateur, puisqu'une position politique a été prise au plus haut niveau. Une chose que vous auriez pu voir, c'est une campagne de Santé publique France, mais qui a été annulée au dernier moment, mais quelqu'un a quand même pris en photo et l'a diffusée. C'était quand on boit des coups, notre santé prend des coups. Et simplement et très vite, je fais référence à un rapport qu'a transmis Laurent Bègue en fin d'année dernière, que j'ai eu l'occasion de relire, qui montre qu'en milieu étudiant, vous voyez, il y a l'alcool est présent dans près de la moitié jusqu'à 2 tiers des violences sexuelles subies depuis l'arrivée dans l'enseignement supérieur. 16% de victimes d'agression ou tentatives d'agression sexuelle indiquent que l'auteur avait tenté de modifier leur état de conscience au moyen d'alcool ou d'autres substances. Donc voilà, alcool, violence, c'est quelque chose qui est bien présent. Et puis une publicité pour un livre qui vient de sortir de Michael Nassila. Alors pourquoi j'arrête de boire sans devenir chiant? Parce qu'il a fait référence à l'interview que Léa Salamé avait eu avec Artus, et en disant oh, ça doit être chiant d'être avec des gens comme vous qui boivent plus d'alcool. Et donc Michael a simplement demandé à Léa Salamé de préfacer son livre. Alors j'aurais dû l'avoir et je vous l'aurais montré, il vient de sortir, et il montre aussi un petit peu le poids du lobby, on va dire, pro-alcool et pro-vin en France. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et s'il y a des questions, ben, je serais ravi d'y répondre. Et puis je vous remercie pour votre attention. Hein. Ça c'est juste pour vous. Quelque chose que vous connaissez peut-être, hein? Non? Ça résume un peu la rencontre d'une personne avec un produit. Mais bon, je l'ai mis un peu en toile de fond. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas pendant la projection. Sinon, merci pour votre attention.